Le sujet de cette émission est une scène qui m'a vraiment profondément attristé. Moi, j'ai fait une partie de mes études ici en France, où je suis arrivé au mois de juillet 2000, venant de Côte d'Ivoire. Il y a 24 ans. Écoutez, ça n'a jamais été facile d'étudier quand on vient d'une famille qui n'est pas aisée. Et c'est vrai partout dans le monde. Ça n'a jamais été facile de suivre des études supérieures quand on vient d'une famille qui ne peut pas nous assurer plus que le minimum. Parfois même pas le minimum. Je ne veux pas ici dire que les difficultés estudiantines ont commencé en France avec les images que j'ai vues en 2024. Ça n'a jamais été facile pour beaucoup d'étudiants. Et pour nous d'ailleurs, qui fûmes étudiants africains de toutes les façons, c'était écrit que ce serait difficile. Car il fallait venir, en raison de nos activités syndicales, de notre engagement politique dans notre pays natal, sans la moindre bourse de qui que ce soit, il fallait venir étudier ici, aller à l'université le jour, travailler entre deux pauses, travailler la nuit, parfois même étudier ses cours la nuit sur le lieu de travail, entre deux rondes, entre deux activités intenses. Et il a fallu faire cela et beaucoup d'étudiants étrangers d'abord ici connaissent depuis très longtemps la grande misère. Et il faut respecter les étudiants étrangers issus de familles modestes qui ont réussi à faire de bonnes études. Parce que ce sont les plus précaires de la terre. Oui, moi j'étais donc étudiant étranger dans ce pays. Je sais ce que c'est que d'étudier, de lire de la philosophie complexe, de suivre des études doctorales en allant cueillir des melons, cueillir des feuilles de tabac sous le soleil, parfois cueillir des pommes dans le froid des champs. Je sais ce que c'est que poursuivre des études supérieures, aller à des séminaires, discuter avec des chercheurs de pointe et entre les deux, aller travailler dans un supermarché comme agent de sécurité. Je sais ce que c'est. Aller travailler dans une usine, à entasser des palettes, à charger des palettes, à soulever des charges, à faire du fromage et le lendemain devoir se retrouver au cours à 7h30 voire 8h pour 4 heures d'un séminaire qui exige la plus grande concentration. Je voudrais rendre hommage à tous les étudiants étrangers de la terre qui, en travaillant pour gagner leur pain, ont réussi d'excellentes études supérieures. Ce n'est pas donné. Et je dois vous dire que le taux d'échec est énorme. La plupart des étudiants étrangers ratent leurs études supérieures. Non pas parce qu'ils n'ont pas de compétences, mais parce que les conditions dans lesquelles ils doivent mener ces études sont inhumaines pour la plupart d'entre eux. Donc au bout, parfois même de 6 mois, ils arrêtent tout et ils essayent de se replier directement vers le monde économique pour faire quelque chose et vivre. Car en fait la grande question pour beaucoup, c'est au jour le jour, vivre. Mais ce qui moi m'a marqué et qui m'amène à vous parler ce soir de la situation des étudiants de France, ce n'est pas la situation des étudiants étrangers, qui, nous le savons depuis très longtemps, est essentiellement précaire sur toute la terre. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. D'abord, les étudiants en général sont dans la précarité, mais l'étudiant étranger, c'est le plus précaire de tous. Bon. Mais les scènes que nous voyons maintenant en France sont troublantes. Parce que c'est l'étudiant français qui est en danger. C'est l'étudiant français qui sombre actuellement dans la misère. C'est l'étudiant français qui dégringole et rejoint dans la précarité l'étudiant étranger. C'est l'étudiant français sortant de sa famille, affecté dans une université, devant vivre en ville, devant vivre en cité universitaire, devant vivre en chambre, en colocation. C'est cet étudiant qui maintenant sombre dans la misère nue. Je vous informe que de nombreuses enquêtes ont établi
que les milieux de la prostitution dans les grandes villes françaises sont maintenant saturés par l'offre sexuelle des populations étudiantes. Une bonne partie des prostituées qu'on a dans les grandes villes universitaires françaises sont des étudiants. C'est-à-dire que des étudiants se sont retrouvés à faire la concurrence aux prostituées qui sont souvent d'origine étrangère. Même dans le terrain de ce qu'on a appelé le plus vieux métier du monde, les étudiantes et les étudiants sont en train de voler, de damer le pion aux étrangers. Oui, à Paris, des étudiantes, des étudiants se prostituent pour vivre. Et ils vont le lendemain au cours, suivre des cours. Certains parviennent à valider leur licence, leur master. D'autres iront même jusqu'au doctorat, après s'être prostitués pour vivre. La situation est relatée dans les médias en France. Et là, ce sont des images venues de Bordeaux que je vais vous montrer. Les images d'étudiants français rapportées par RFI, par TF1, pardon, dans un court reportage que je voudrais vous faire écouter. Un court reportage dans lequel les scènes que j'ai vues, vraiment pour celui qui a connu la France il y a seulement 10 ou 15 ans, sont des scènes absolument incroyables. C'est juste incroyable. Ces scènes-là. Je vais vous retrouver l'élément en question. C'est juste affligeant. Affligeant. Ça fait pitié. Alors, c'est cet élément-là de TF1 que je vais vous montrer. Je vais y aller tout de suite. Hop. Voilà. C'est le JT de 13h de TF1 qui montre ça. On va voir. Hello, regarde le bon plan que je viens de choper chez Disney Center. 14,99 €, le petit pull super mignon. Mais non. Mais si, et il y en a plein d'autres des bons plans comme ça pour l'automne. Mais non. Gironde. Les images édifiantes d'étudiants faisant 3 heures de queue pour une distribution alimentaire. C'est ça. Ils ne font pas la queue pour une place de concert, ni pour un événement exceptionnel, mais tout simplement pour pouvoir manger. Moi, j'essaie de me fixer un budget de 15 € par semaine. Je le dépasse assez souvent, mais du coup, la fin du mois est un peu compliquée. J'ai avec la bourse, donc c'est 145 € par mois, et à côté, j'ai un petit emploi étudiant, mais bon, ça suffit pas, quoi. Surtout que mes parents, ils peuvent pas m'aider. 3 fois par semaine, une armée d'étudiants vient patienter des heures pour une distribution de nourriture gratuite. Illustration de conditions de vie de plus en plus préoccupantes. 2 millions de paniers repas distribués l'an dernier, et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. La demande, elle augmente. Enfin, s'il y a de la demande, on doit aider derrière. Donc, on fait beaucoup d'appels à dons, que ce soit de la grande distribution, des commerces de proximité. Ce mercredi, la distribution a lieu dans cette résidence Jeunesse Habitat Solidaire, en plein cœur du campus. Chaque étudiant reçoit 7 kilos de nourriture, produits frais, fruits et légumes. C'est des trucs qu'on récupère uniquement en distribution qu'on ne peut pas acheter personnellement avec les moyens de distribution qu'on a. Si quelques-uns travaillent pour essayer de mettre du beurre dans les épinards, beaucoup ne peuvent pas se le permettre, comme Clotilde, étudiante en master de chimie. Je fais 8h, 18h20 tous les jours. J'ai des cours à réviser, j'ai des choses à rendre. Donc, j'ai pas le temps de trouver un travail en plus dans la semaine. Ce serait forcément le week-end, ça veut dire que je révise quand ? Les bénéficiaires de ces collectes n'ont que 100 € par mois pour s'habiller, se soigner, se cultiver ou manger. C'est le cas de ces deux étudiantes. Tous les aliments que vous voyez, c'est la collecte. Voilà. Toutes deux ont travaillé pendant l'été pour pouvoir s'assumer. Mais avec un prêt étudiant qu'elle rembourse, Nora ne consacre qu'entre 30 et 50 € à la nourriture chaque mois. Je suis en école privée, j'ai pas le droit au crous, donc je suis obligée de me faire à manger tous les midis, tous les soirs. Et des fois, ça m'arrive de sauter des repas le soir parce que, au final, j'ai plus grand chose à la fin. Ouais. Il me reste 100 € pour vivre sur tout le mois. Donc, pour les transports, pour la nourriture, pour sortir un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué et fatigant de devoir toujours faire attention. En France, 21h, la distribution alimentaire du mercredi n'est toujours pas terminée. Plus de 100 000 étudiants vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Donc, quand TF1, qui est un média de droite, un média conservateur, en vient à vous avouer la misère des étudiants, c'est que c'est grave. Des étudiants français
qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Alors, je pense qu'on doit se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à la France? Le ministre de l'économie sortant, le très grand génie Bruno Le Maire, a dit en 2022 qu'il allait faire effondrer l'économie russe. Et là, on se rend compte que ce sont nos étudiants qui n'ont plus à manger. Ce sont nos étudiants qui sont en train de crever de faim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme on le dirait à Abidjan, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les soi-disant génies de l'économie sont au pouvoir. Ils ont travaillé à la banque Rothschild, ils connaissent tous les montages financiers de la Terre, ils ont les meilleures relations avec le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, ils ont leurs amis placés partout, ils contrôlent tous les flux financiers de la Terre. Qu'est-ce qui peut expliquer que la France, en 2024, en soit à 6% de déficit budgétaire et qu'actuellement, il ne soit pas certain que la loi sur le budget de la France soit votée, avec un gouvernement illégitime, qui est composé de ministres n'ayant pas gagné les élections législatives? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation financièrement extrêmement difficile? Bon, récemment, le groupe Areva, qui avait été privé de la mine d'or, d'uranium d'Imouraren, a publié une information sur laquelle j'avais attiré l'attention des Africaines et des Africains. Ils ont dit qu'en 3 mois, ils ont perdu 400 millions d'euros. Parce que le Niger ne leur a plus laissé le loisir de se servir en uranium comme avant. Ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'en effet, donc le Niger rapportait 400 millions d'euros à Areva, Orano, en 3 mois. C'était un peu choquant. Parce que la seule fois que nous avons entendu que le Niger a encaissé beaucoup d'argent, c'est quand le Niger a reçu une avance sur son pétrole de la Chine, un chèque de 400 millions de dollars, qui a excité tellement de jalousie que les mercenaires du néocolonialisme et de l'impérialisme se sont attaqués au pipeline, ont mis Patrice Talon sous pression pour qu'il empêche l'exportation du brut nigérien. Quand le Niger a touché un gros chèque de 400 millions de dollars, cash, bim, on a attaqué le pipeline. Vous vous souvenez, non? Et on a envoyé Talon fermer le fonctionnement de ces mains, arrêter les hauts fonctionnaires et les techniciens, les ingénieurs, des hydrocarbures du Niger. Vous avez bien vu la séquence, non? C'est à cause du gros chèque que le Niger avait encaissé. On ne voulait pas que ça se reproduise. On ne veut pas d'un Niger qui soit réellement riche, conformément à son potentiel. Bon. Mais Orano dit, en 3 mois, nous avons perdu 300 ou 400 millions de dollars. Et là, tout d'un coup, les Africains se rendent compte qu'en fait, le Niger enrichissait de 300 à 400 millions de dollars Orano en 3 ou 4 mois. Donc le Niger est en réalité la vache à lait qui, simplement en coupant l'alimentation à Orano, l'a privé de 300 millions à 400 millions de dollars. Donc le Niger est potentiellement riche en milliards de dollars. Imaginez que cette attitude du Niger soit adoptée par l'ensemble des pays africains qui sont exploités de manière inégale et inéquitable par les multinationales françaises. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une succession de pertes en centaines de millions de dollars et en milliards de dollars pour les multinationales françaises. Or, qui dit perte pour les multinationales françaises dit que ça fait moins de revenus rapatriés dans les caisses des banques, dans les coffres-forts en Occident, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je vous fais apprécier un deuxième élément qui ne manque jamais dans nos conférences. C'est un élément qui nous permet de savoir exactement d'où vient l'argent que nous avons en France depuis très longtemps. Nous donnons la parole, dans ces cas-là, nous, modestes citoyens, petits enseignants de province, nous donnons la parole à quelqu'un qui est plus autorisé que nous, qui a géré pendant 2 mandats l'État français, qui en a été le chef suprême. Il va nous dire d'où vient l'argent que nous avons en France. Parce qu'il faut que vous compreniez d'où vient la rareté financière qui a commencé. Parce que si vous ne savez pas d'où vient l'argent que nous avons en France, vous ne pouvez pas savoir pourquoi l'argent commence à manquer. Parce qu'il y a une véritable théorie des vases communicants entre l'origine de l'argent qu'on a en France et l'état financier de la France. Si le robinet se ferme, qu'est-ce qui arrive dans le seau? Du vent. Quand le robinet se ferme, qu'arrive-t-il dans le seau? Du vent. Le seau est sec, n'est-ce pas?
Vous amenez un seau au robinet, vous ouvrez le robinet. Il n'y a que l'air. Qu'est-ce que vous allez ramener à la maison? Que du vent, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que nous écoutions un officiel, un grand officiel de la France, un connaisseur. D'ailleurs, M. Bourgi nous a dit que c'était le plus grand bénéficiaire de mallettes. C'est-à-dire que le type, il a tellement récupéré des mallettes africaines que lui-même, sa conscience lui a dit, il faut reconnaître. Il faut vraiment reconnaître, n'est-ce pas? Ok, vous l'avez reconnu, vous le connaissez très bien. C'est un honorable invité de la plupart de nos émissions, car le rappel sauve l'âme. Monsieur Chirac, sortez de votre tombe, s'il vous plaît. Dites-nous d'où vient l'argent que nous avons en France. C'est pas moi, hein. Ne venez pas me créer des problèmes. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien. Merci, M. Chirac. Vous pouvez repartir dans votre tombe. Alors, on peut mettre ensemble les révélations d'Orano et celles de M. Chirac. Jacques Chirac reconnaît que l'essentiel de la fortune que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Il s'ensuit que si les pays africains mettent fin à l'exploitation de leurs richesses par les multinationales françaises, il va y avoir un trou dans le budget français. Et que s'il y a un trou dans le budget français, la France va entrer en crise économique sévère. C'est ce que Chirac a appelé les convulsions, les pires convulsions. Ce sont ces pires convulsions qui font que des étudiants français n'ont plus assez à manger, dorment affamés. C'est que les caisses de l'État français se vident. Pourquoi se vident-elles? Parce que des pays africains ferment les vannes. Exemple, le Niger ferme les vannes de l'uranium. Fait perdre 400 millions de dollars à une multinationale française. Ce qui impacte directement ce qui se passe à Paris. Imaginez, là le Burkina ferme les vannes, il a fermé beaucoup de vannes. Le Mali a fermé des vannes, pas toutes, hein. Il y a encore des multinationales là-bas. Imaginez que le Gabon ferme les vannes, le Sénégal ferme les vannes. Imaginez toujours, hein, Djibouti ferme les vannes, le Tchad ferme les vannes, le Cameroun ferme les vannes, le Congo-Brazzaville ferme les vannes. Est-ce que vous imaginez le rang, l'alignement du nombre d'étudiants affamés qu'on aura à Paris? Mais ce sera un rang qui va sortir de la ville. Mais parce qu'en réalité, la puissance économique de la France a été construite sur l'exploitation unilatérale de l'Afrique. C'est ce que dit Jacques Chirac. Vous comprenez? Donc en fait, les gens ne veulent pas le reconnaître ici. Les gens en France sont dans une espèce de bulle. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont en difficulté parce que les Africains ne veulent plus se faire voler. Les Africains ne veulent plus se faire piller. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est ça leur problème. Ils nient ce problème. Pourtant, c'est ça leur problème. Le problème de l'élite politique française, c'est qu'elle n'a pas conçu un modèle politico-économique viable sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Elle est collectivement dans une défaite intellectuelle. L'incapacité de concevoir un modèle théorico-économico-politique de gestion de la France sans le pillage de l'Afrique. Il n'y a pas eu une révolution, une réforme de la manière de penser la puissance française. Dans la tête des élites françaises, il faut que l'Afrique reste une zone d'influence de la France pour que la France demeure une puissance. Ce qui veut dire que ces élites ont été incapables de concevoir une puissance française sans l'exploitation de l'Afrique. Depuis plus de 25 ans, chaque fois que j'ai rencontré des élites françaises, je leur ai expliqué qu'il fallait dépasser cette défaite intellectuelle. Et que nous, les Africains de France, ou les citoyens français d'origine africaine, nous étions peut-être une chance pour les aider à comprendre les mutations rapides du continent africain et à anticiper sur elles. Je les avais invités, je les ai invités par plusieurs fois à retirer les troupes néocoloniales du sol africain,
à abolir la monnaie néocoloniale du CFA, à mettre fin au soutien aux dictatures, à laisser l'Afrique développer ses institutions sur la base de son propre génie culturel et à construire avec l'Afrique une relation de reconnaissance, de respect mutuel, basée justement sur le principe gagnant-gagnant, basée sur le principe de la repentance pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont été commis, de la réparation de toute l'expoliation dans toute la mesure du possible et du retour dans une véritable fraternité, une véritable égalité, une véritable liberté partagée. J'ai enseigné cela dans la plupart des cénacles associatifs par lesquels je suis passé. J'ai été dans ce pays président d'une section de la Ligue des droits de l'homme de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. J'ai donné plusieurs conférences dans le Nord-Pas-de-Calais. Une dernière conférence a été délivrée d'ailleurs dans la ville du Touquet, où j'ai expliqué cela. Et le peuple français des provinces est capable de le comprendre. Ces conférences étaient bien reçues par l'opinion, qui découvrait la problématique africaine, la problématique de la souveraineté africaine. J'ai fait le tour de la France, j'ai fait le tour de l'Europe. J'ai visité les États-Unis pendant plus de 10 ans, avant que l'administration démocrate américaine me refuse les visas d'entrée aux États-Unis. Je ne sais pourquoi, jusqu'à ce jour. Mais j'ai une petite idée, puisqu'il s'agit sans doute encore des œuvres d'Alassane Draman Ouattara, avec ses faux rapports remplis de mensonges sur tout le monde. Bon. Je me suis déplacé en Europe. J'ai été en Angleterre, j'ai été en Allemagne, j'ai été en Belgique. Je suis allé jusqu'en Turquie, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les élites de tout le bassin et leur expliquer qu'il fallait anticiper sur les mutations parce que les nouvelles générations africaines n'accepteraient pas les relations néocoloniales. J'étais membre du Parti socialiste français pendant près de 7 ans. J'ai ferraillé dans le Parti socialiste français, la section de Mont-Saint-Aignan, en Normandie, pour expliquer aux camarades qu'il fallait que le Parti socialiste anticipe pour que la France ne soit pas prise au dépourvu lorsque les Africains eux-mêmes vont couper l'igname. On m'a ri au nez. On m'a traité comme un empêcheur de tourner rond. J'étais vice-président de la section de France de l'Union des populations du Cameroun. À ce titre, nous avons mené des mobilisations, des manifestations pour expliquer cela. On ne nous a pas écoutés. J'étais à Poitiers, président de l'association Comité d'action panafricaine, rassemblant plusieurs associations, plusieurs Africains de toutes les nationalités. Une association d'associations. Nous avons donné force conférence en ce sens. Ils ne nous ont pas écoutés. J'étais vice-président de l'association des étudiants camerounais, secrétaire général en Côte d'Ivoire de l'association des étudiants camerounais. Nous l'avons expliqué même là-bas. On ne nous a pas écoutés. Bon, on ne nous a pas écoutés, mais les peuples africains, eux, ils nous ont écoutés. Et ils sont en train de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas faute d'avoir averti l'opinion, l'élite politique française, qu'il fallait mettre fin au néocolonialisme et entrer dans l'ère de la justice, l'ère des réparations, l'ère de la repentance, l'ère de la franchise, l'ère de la reconnaissance mutuelle, qu'il fallait se délivrer entièrement des stigmates du racisme, des stigmates du colonialisme, de toute forme de condescendance, pour anticiper sur ce que les Africains, de toutes les façons, vont faire. Car c'est une question de vie ou de mort pour l'Afrique que de se libérer du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et du despotisme nègre. C'est ce que j'ai enseigné, ce que j'ai écrit dans tous mes livres. À l'occasion de cette activité associative de plus de 25 ans, sur 4 continents. Jusqu'au fin fond du Canada, j'ai été le dire. Là-bas aux États-Unis, j'ai été le dire. Et ici en France, partout, dans toutes les régions, j'ai été invité et j'ai parlé. Chaque fois que j'ai rencontré une autorité, j'ai parlé. En juillet 2009, oui, François Hollande. En juillet 2008, François Hollande, à l'Assemblée nationale française, on lui a parlé. Avant qu'il nous trahisse, après avoir pris le pouvoir en 2012. Malgré sa proposition 58,
de son programme qui disait « Je mettrai un terme à la France-Afrique ». Donc maintenant, voici les gens qui, au lieu d'acter leur défaite intellectuelle et de constater que les Africains ont accéléré, que les Africains ont pris la vitesse de croisière et que de toutes les façons, tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de reconnaître la légitimité de cette révolution africaine. Parce que ce n'est pas une révolution anti-française, c'est une révolution africaine. C'est la révolution de la souveraineté africaine retrouvée. C'est la résurrection de l'Afrique sur ses propres racines, sur ses propres bases. Les Africains ne sont pas dans une logique d'hostilité, mais dans une logique de souveraineté, de fermeté. Ils ne vont plus supplier, ils ne vont plus mendier la dignité. Ils vont l'arracher. Et ils l'arrachent. Même si on écoutait un type comme Chirac, qui pourtant est l'un des co-responsables de la dérive france-africaine. Même si on l'écoutait, ces paroles-là, qui étaient des paroles, en quelque sorte, presque testamentaires, si ces paroles avaient été prises au sérieux de la part de quelqu'un 2 fois élu président de la République française, on ne serait pas dans la situation actuelle. Les images de citoyennes et de citoyens français en détresse économique vont se multiplier. Pourquoi? Parce que l'État français n'est plus solvable. Et pourquoi n'est-il plus solvable? Parce que ces sources discrétionnaires de financement sont en train de tarir les unes après les autres. La vache à lait africaine ne veut plus qu'on la presse. Et les gens ont la malhonnêteté de ne pas reconnaître cela. Ils osent dire que l'Afrique ne représente presque rien dans le commerce extérieur de la France. Comme si la France faisait du commerce avec les Africains. Depuis pratiquement 6 siècles, la France ne fait pas du commerce avec les Africains. La France pille l'Afrique. Ce n'est pas ça faire du commerce avec des gens. Le franc CFA, par exemple, c'est un moyen de pillage. C'est un moyen de pillage, c'est de l'extorsion. C'est de la monnaie vide en échange de richesses qu'on ne possède pas en France. C'est une véritable escroquerie. Donc il ne s'agit pas, jusqu'ici il n'y a pas eu un véritable commerce entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire un échange entre partenaires sans complexe, les uns avec les autres. Ce qu'il y a eu, c'est une exploitation unilatérale. C'est ça la dominante de la relation. Donc ils disent, non, mais l'Afrique ne représente même pas 3% dans le commerce extérieur de la France. Ça sont les chiffres officiels. Mais les multinationales françaises n'ont jamais déclaré l'essentiel de leurs bénéfices en Afrique. Et les bénéfices qu'elles déclarent sont ceux qu'elles veulent bien déclarer. Le Niger ne sait pas la quantité d'uranium qui a été extraite par les multinationales françaises sur son sol. Le Niger ne sait pas. Aucun pays africain ne connaît la quantité exacte de pétrole qui a été extraite par les multinationales françaises sur son sol. Parce qu'il n'y avait pas de moyen de contrôle. On a le grand témoignage du Congo-Brazzaville sous Pascal Lissouba, qui lui-même, président du Congo, a dit « Je ne sais pas la quantité qu'ils prennent ». De nombreux ingénieurs d'État africains ont avoué qu'ils n'osaient pas se mêler de connaître les quantités parce que leur vie était en danger en pareil cas. Donc, les chiffres officiels du commerce franco-africain sont faux, sans exception. Ils sont absolument au rabais. Ce sont des chiffres minimisés. Justement pour entretenir les Africains dans l'illusion qu'ils sont des assistés permanents et qu'ils ne peuvent vivre que de l'aide au développement. La réalité, c'est que les quantités de richesses qui ont été prélevées en Afrique n'ont jamais été vraiment déclarées, ni devant le fisc français, ni devant le fisc africain. Il s'agit d'une accumulation capitalistique, oligarchique, discrète et crapuleuse. Voilà la vérité. Et ça nous permet d'enchaîner sur la suite du sujet. Je voulais juste qu'on constate que la misère qui rampe dans la société française, elle vient de la crise du modèle français. Un modèle qui n'a pas prévu une réforme du système politico-économique en vue de s'adapter à un monde multipolaire. Le système politico-économique français est resté tributaire de la logique de l'impérium, de la logique de l'exploitation, de la domination du monde. Or, justement, sur le terrain de l'exploitation et de la domination du monde, la France comme puissance est en difficulté, parce que les dominés ne veulent plus. Le Niger a dit, vous ne touchez plus à notre uranium. Demain, le Gabon va dire, laissez notre pétrole tranquille. Le Congo va dire la même chose, le Cameroun.
la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ne touchez plus. Retirez vos troupes. Les monopoles que vous avez dans la téléphonie, ça suffit. Allez avoir des monopoles chez vous. Quand tout cela va arriver, le trou budgétaire ici sera encore plus béant. Et les fils de la disette vont s'aggraver. Parce qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas voulu en France créer un modèle de coopération tenant justement compte de la nécessité de ces changements. Si j'avais voulu faire une carrière politique en France, ça aurait été pour aider la France à construire cette république modeste et humble. Mais je ne suis pas intéressé par une carrière politique ici. D'abord parce qu'il y a beaucoup de candidats. Et ensuite parce que je suis plus utile politiquement à l'Afrique. J'ai été très utile, du mieux que je le pouvais à la France, puisque j'ai essayé de conscientiser ces élites. Mais maintenant, le cœur de l'action de libération, sont les peuples et les dirigeants africains qui vont la mener. C'est trop tard. On ne peut plus attendre que les gens à Paris veuillent bien comprendre que leur modèle-là ne marche plus. Et que leur modèle est terminé, que c'est terminé, qu'il est enterré pour toujours. Que les Africains mettent un point d'honneur à ne plus jamais être colonisés, néocolonisés, impérialisés, même intimidés. Nous ne supportons même pas le chantage. Oh non, voilà vous, on va vous poursuivre, on va vous accuser de détournement. Ça n'impressionne plus un Africain éveillé. Est-ce le prix à payer pour que notre continent soit libre? Mais nous sommes des millions à vouloir être prêts à le payer. Il ne faut plus qu'on dise que nous étions sur la terre et que nous avons laissé à nos enfants une situation de dominer. Il faut que vous compreniez que c'est la décision qui a été prise par des millions d'Africains, des dizaines de millions d'Africains et bientôt des milliards. Ils ont dit stop, terminé. Nous ne sommes pas venus sur la terre accompagner les autres êtres humains. Nous sommes venus vivre pleinement notre humanité. Et personne ne va nous imposer de négocier notre dignité. Elle est non négociable. Cette décision a été prise dans plusieurs consciences. Et les amis que, pour ma part, je rassemble dans mes conférences sur les réseaux sociaux, vibrent dans cette longueur d'onde. Même les ennemis qui m'écoutent, tout ennemi qui m'écoute longtemps, se met à recevoir cette longueur d'onde. Il se met à dire, on a quand même à se faire respecter. Je déteste ce Franklin Nyamsi, parce que c'est un panafricaniste engagé, révolutionnaire, etc. Je le déteste. Et vraiment... Mais, il a raison. Oui, j'entends ça. J'entends ça dans les consciences même des lobotomisés africains. Les Africains qui me détestent le plus. Ils reconnaissent qu'il est temps que nous disions à l'Occident, à l'Orient et au monde entier. Remove your knee out of our neck. Enlevez votre genou sur notre nuque. Enlevez. Enlevez votre genou de notre cou. On n'en veut plus. Il n'y a plus de raison d'accepter même la moitié de votre genou. Remove it. Heyana. Heyana le bon linan. Iking yes. Heyana jo. Enlevez. Ambassade. Heyana. C'est la décision. Et c'est cette pensée, c'est ce mantra qui traverse les cerveaux africains. C'est un mantra transcontinental, transgénérationnel. Même ceux qui étaient devenus lâches se sont repris en main et ont pris cette décision. Même les plus âgés d'entre nous commencent maintenant à parler comme ceux qui sont au front. Parce qu'on a bien compris que si on attend, eh bien, la collectivité africaine disparaît. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.